réflexions. Alors, notre troisième étudiante, doctorante, Hortense Roland-Fabre, que nous avons déjà vue hier au Jacobin lors de notre visite du couvent des Dominicains. Donc, Hortense Roland-Fabre a fait un master recherche études médiévales, spécialisation en histoire de l'art. Elle a soutenu son mémoire de recherche dirigé par Virginie Tcherniak sur les chasses en bois peint en France méridionale entre le XIIe et le XVe siècle, et elle a publié ses recherches. Actuellement, elle est en deuxième année de thèse à l'Université de Toulouse de Jean Jaurès, co-dirigée, donc c'est co-direction Histoire et Histoire de l'art, sous la direction de Damien Carras et Virginie Tcherniak, et le sujet intitulé est Décorum, liturgie et pratique sociale dans les couvents dominicains et franciscains entre Aquitaine et Provence, 13e, 15e siècle. Et là, ce matin, elle va nous présenter les peintures de l'église du couvent des Jacobins de Toulouse. Je vous donne la parole. Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie pour cette présentation. Je remercie également les organisateurs du colloque pour avoir donné l'opportunité d'y participer. Je vais effectivement vous parler des peintures de l'église des Jacobins. La richesse du couvent des Jacobins tient pour partie à son décor peint. L'église offre un formidable exemple de polychromie couvrante, une importance quantitative qui est suppléée par une richesse iconographique en ce que deux types de décors se mêlent, de l'ornemental sur les voûtes et les parois de l'église et des peintures historiées dans les chapelles latérales, dont je vais tenter de vous proposer un panorama. Ces peintures revêtent une importance particulière, aussi bien d'un point de vue artistique qu'historique. Historique d'abord, dans la mesure où le couvent toulousain occupe une place de premier rang dans l'histoire de l'ordre dominicain. Artistique ensuite, l'ampleur du décor peint, que ce soit dans l'église ou le reste du couvent, en fait un jalon dans la peinture médiévale toulousaine. Pour autant, ces décors monumentaux sont passés relativement sous silence par l'historiographie. À l'exception de ceux qui ornent la chapelle de Saint-Antonin et qui ont été récemment réétudiés par Virginie Tcherniak, ils n'ont jamais fait l'objet de recherches approfondies. Les sources anciennes sont muettes, on ne peut que déplorer par exemple le fait que le père Percin, qui retrace si précisément l'histoire du couvent et fournit pléthore d'informations sur les sépultures, les mobiliers, les ornements, n'en fasse nullement mention. Les peintures sont plus régulièrement évoquées au XIXe siècle par des auteurs comme le baron de Guillermy, Manavit, le Blanc de Vernier et Rochage, qui livrent des témoignages plus ou moins précis sur des ensembles qui ont parfois depuis disparu. L'historiographie des dernières décennies est marquée essentiellement par les travaux de Maurice Prin, auxquels il convient d'ajouter ceux de Robert Mesuré, et le premier particulièrement a proposé un état de l'ensemble des peintures qu'il décrit, qu'il tente de dater. Et si ces publications constituent un support fondamental à toute étude sur les Jacobins, ces conclusions doivent malgré tout être appréhendées avec recul au regard de l'écart qui est parfois considérable entre les vestiges conservés et les descriptions proposées, ce qui pose bien sûr la délicate question de la part d'interprétation de l'auteur. Les décors ornementaux ont quant à eux fait l'objet d'une attention particulière puisque Marc Abrunvilla a réalisé un mémoire dessus. Donc ce sont là les principaux travaux relatifs aux peintures de l'Église, des travaux qui, en tout état de cause, relèvent davantage du descriptif que de l'analytique. Et suppléer ce manque, c'est l'objectif de cette étude, une étude qui est sous-tendue par un double enjeu. Elle s'inscrit tout d'abord dans un projet de thèse qui vise à appréhender les décors dans les couvents franciscains et dominicains en lien avec les pratiques liturgiques et leur insertion dans un contexte social. Mais par ailleurs, ces peintures devraient faire l'objet dans les années à venir d'une campagne de conservation-restauration. Et à ce titre, l'étude revêt un intérêt particulier, s'inscrit en adéquation avec l'actualité patrimoniale, puisque les peintures restaurées seraient mises en valeur sur le plan artistique comme scientifique. Avant toute chose, il convient de rappeler quelques éléments de contexte afin de mieux saisir, mais aussi mieux remettre en perspective l'importance et l'abondance des décors dans l'église, donc des éléments dont Valérie vous a déjà parlé hier. La première pierre de l'église est posée le 24 décembre 1230, c'est alors un édifice rectangulaire. En 1245, on agrandit l'édifice par l'est en construisant un chevet terminé par une abside pentagonale. Une troisième phase de construction démarre en 1275, qui consiste essentiellement en une surélévation du chevet. Et enfin, la donation du cardinal de Pergodin entre 1324 et 1325 va permettre la reconstruction de la nef et l'harmonisation de l'ensemble de l'édifice. Et c'est donc au cours des deux dernières phases que s'inscrit la réalisation des peintures. Par ailleurs, s'il émane de l'Église une impression générale d'harmonie, elle a malgré tout été frappée par les vicissitudes de l'histoire et son aspect actuel est le résultat de campagnes de restauration qui ont été menées sur plusieurs décennies.
Le couvent est fermé à la Révolution, il va connaître différentes affectations. En particulier, il est transformé en caserne d'artillerie au XIXe siècle, ce qui, vous l'imaginez aisément, a entraîné eu des conséquences désastreuses. Et les restaurations, la remise en état vont être entreprises progressivement au cours du XXe siècle. Et concernant le sujet de notre étude, c'est particulièrement la campagne menée sous la direction de Sylvain Stimpopper entre 1948 et 1969 qui nous intéresse, avec d'une part la reconstruction des chapelles latérales et d'autre part la restauration des décors peints. En ce qui concerne tout d'abord le décor ornemental. Alors c'est un décor qui est d'une grande richesse. La partie inférieure des parois, jusqu'à l'appui des fenêtres, est ornée d'un faux appareil rouge et vert qui se prolonge sur les pieds droits, qui orne avec une plus grande vivacité chromatique le pourtour des ouvertures, les nervures des voûtes, les pilastres. Un faux appareil décoratif distinct occupe le revers du mur occidental et les arcades aveugles des 3 premières travées septentrionales. Donc vous voyez très proche de ce que Madame Béhan nous a montré hier dans les maisons de cordes. Un faux parement blanc à joints noirs se déploie sur les parties hautes des parois ainsi que sur les voûtins qui sont également complétés par de fausses liarnes bleues piquetées d'étoiles blanches. Des frises se déploient entre les 2 niveaux d'élévation. Elles suivent 3 schémas décoratifs distincts. On a des rubans pliés dans le chevet et 2 types de faux modillons de corniches simulées dans la nef. C'est sans conteste au niveau des arcs d'entrée des chapelles que la variété ornementale est la plus importante puisqu'on peut distinguer 3 types de décors. Le premier type, qui est quantitativement le plus important, sont les frises de rubans pliés. Il s'agit en fait d'une déclinaison de la frise qui ceint le chevet. Donc on a des agencements extrêmement variés, toutes les frises sont différentes. À côté des rubans pliés, 3 chapelles ont reçu un décor végétalisé. Et bien que les frises, les 2 du dessus, divergent par la nature de leur programme décoratif, la reprise des codes stylistiques et chromatiques des frises de rubans pliés ne crée pas de rupture visuelle forte. La particularité du décor de la chapelle de la Bienheureuse Marie, ici, s'explique par une radiation ultérieure. Un troisième groupe est défini dans la nef, où les axes se caractérisent par une absence de frise. Mais l'absence de frise ne signifie pas pour autant absence de décor, puisque des traces d'enduit laissent penser qu'il n'était pas un faux appareil. Donc vous voyez des arcs d'entrée qui se caractérisent par un vrai souci ornemental avec des compositions variées, mais qui relèvent malgré tout d'un programme commun. Dans la plupart des cas, les frises se développent sur la partie externe de l'arc, tandis que les faces internes et ou médianes sont ornées de motifs décoratifs divers, des quadrilobes, des 4 feuilles, des rinceaux, des étoiles, des pastilles, donc une véritable profusion ornementale. Ce décor se déploie au-delà des pans de murs sur tous les éléments d'architecture, donc les supports, les articulations des chapelles. Vous avez ici quelques exemples avec des colonnettes, des voussures, des clés de voûte ou encore les corbeilles des chapiteaux. Les colonnes centrales ont fait l'objet de la même attention, avec un traitement différencié entre les colonnes de la nef et du chevet qui tiennent à un décalage chronologique dans leur réalisation. Les colonnes orientales présentent des traces de polychromie rouge sombre qui simulent le porphyre. Une frise est peinte sous le chapiteau et la base des piliers présente des vestiges de peinture historiée. Quant aux colonnes de la nef, si on n'a pas de frise, eh bien les fûts sont décorés de torsades alternativement rouges et vertes. Et enfin, dans ce corpus ornemental, il faut mentionner ce vitrail fin qui est peint sur la baie aveugle de la 4e travée septentrionale. Loin du rôle purement décoratif et secondaire qui lui a longtemps été assigné, la peinture ornementale répond au contraire d'une multiplicité fonctionnelle et signifiante. Je crois que la présentation de Caroline l'a bien démontré. La peinture monumentale, par essence, ne peut s'envisager qu'en relation directe avec l'édifice qui la reçoit, et à ce titre, le décor répond avant tout d'une fonction architectonique. En soulignant les articulations, en délimitant chaque ouverture, il magnifie l'architecture, il magnifie le volume. De surcroît, par la répétition ponctuelle des motifs et des couleurs, ainsi que par la superficie qu'elle occupe, la peinture harmonise l'ensemble de l'édifice, voûte et nef. Ces fonctions architectoniques et structurelles, par leur illusionnisme et leur capacité à unifier l'espace sacré dans leur globalité, sous-tendent une fonction symbolique supérieure. Embellir la maison de Dieu, c'est avant tout en exalter la sacralité. L'ornementation permet par ailleurs une différenciation hiérarchique des espaces, et ce rôle spatialisateur des peintures est véritablement mis en exergue par le recours à 2 artefacts ornementaux, les arcs d'entrée des chapelles et les frises à l'appui des fenêtres. En ce qui concerne les arcs d'entrée, les décors des arcs d'entrée, ils définissent 2 espaces, la nef et le chevet. Effectivement, les arcs d'entrée des chapelles du chevet présentent systématiquement une frise de ruban plié ou dans 2 cas végétalisés avec, au niveau des voussures, divers motifs ornementaux. Tandis que dans la nef, les arcs ne présentent que des claveaux simulés, jaunes sur la face externe, rouge et vert sur les voussures.
Et à cet égard, l'arc dans la chapelle de la troisième chapelle méridionale, dans laquelle est percé le portail, fait figure d'exception, puisque bien que ce soit situé dans la nef, il ne présente pas le simple décor de faux appareils, mais on a au contraire une vraie profusion ornementale avec des décors végétaux mêlés à des décors d'architecture. Et la particularité de ce décor traduit une importance particulière accordée à cet emplacement et matérialise en conséquence la porte comme un espace spécifique, c'est un lieu de passage, de transition. Une structuration plus fine et plus précise encore de l'espace liturgique est induite par les frises situées à l'appui des fenêtres. Elles sont donc de 3 types. Elles distinguent notamment déjà la nef du chevet, avec les rubans pliés dans le chevet et les frises de corniche dans la nef. Mais elles isolent également la nef des frères de la nef des fidèles, puisque vous voyez que des deux côtés, les corniches sont différentes et les modillons sont orientés différemment. Enfin, les peintures ornementales, et plus spécifiquement les représentations héraldiques, qui, vous l'avez vu hier, occupent une place non négligeable dans l'édifice, répondent au-delà de toute considération dévotionnelle et spirituelle, d'une fonction éminemment sociale, afficher le prestige des familles auxquelles elles appartiennent. C'est ce qu'on a par exemple avec les armes des Palaïs au niveau de la fenêtre axiale, qui ont probablement financé la reconstruction du chevet. C'est ce qu'on a avec les armes du cardinal Gaudin, dont les libéralités ont permis la reconstruction de la nef. Et c'est ce qu'on a également sur de nombreux arcs d'entrée des chapelles ou à l'intérieur même des chapelles où les familles commanditaires ont affiché leurs armes. Alors qu'en est-il de la datation de ces décors ? Si la construction de l'église s'est échelonnée sur 2 siècles à travers 4 campagnes de construction, son aspect actuel résulte de 2 temps forts. D'une part, le remaniement du chevet à travers sa surélévation entre les années 1275 et 1292, et d'autre part, la reconstruction de la nef à partir des années 1325. L'idée générale fréquemment admise est celle d'une réalisation du décor en 2 temps qui correspond à ces 2 phases architecturales, c'est-à-dire la réalisation des peintures du chevet suite à la 3e campagne et ensuite l'harmonisation du décor dans la nef suite à la 4e. Cette conception mérite débat. Serait-on parvenu plusieurs décennies après la réalisation des peintures du chevet à les reproduire exactement et parfaitement dans la nef? Ou bien la 4e campagne de construction a-t-elle été l'occasion d'un repeint général de l'édifice, c'est-à-dire nef nouvellement édifiée et chevet antérieur? L'édifice frappe en effet par l'harmonie de son décor, l'unification spatiale qui en résulte. Aucune distinction ne peut être établie à l'œil nu entre le faux appareil de la nef et du chevet. Mais il ne faut se méprendre puisque cette homogénéité doit énormément aux restaurations très conséquentes des années 60. Si bien qu'en l'état actuel de nos connaissances, il nous est impossible de nous prononcer et la difficulté à établir une chronologie précise des décors de chaque partie de l'édifice tient en fait à 2 écueils principaux. Le premier, c'est le caractère conventionnel du répertoire utilisé, puisqu'à l'exception de certains procédés caractéristiques, comme les corniches simulées qui sont une invention italienne de la fin du XIIIe siècle, la plupart des motifs constituent difficilement des marqueurs chronologiques et stylistiques forts. C'est le cas des rinceaux, c'est le cas des rubans pliés. Et le second écueil, c'est l'importance des repeints au fil du temps, puisqu'on sait qu'il y en a eu quasiment continuellement depuis au moins le XIVe siècle. Le contraste est marquant entre l'abondant décor ornemental qui orne les parois et la voûte de l'église et les maigres vestiges de peinture conservés à l'intérieur des chapelles latérales. C'est un état de fait qui trouve aisément une explication dans les tourments de l'histoire, qui non seulement ont entraîné la disparition définitive d'une grande partie des décors peints, mais aussi la détérioration considérable des fragments conservés, qui, pour la plupart, présentent des états de dégradation avancés, en complexifiant grandement la lecture. Certaines scènes sont encore identifiables, ou du moins on peut proposer des hypothèses. On a par exemple dans cette chapelle la représentation de la conversion de Saoul, futur Saint Paul, qui, vous voyez, est allongé, terrassé, aveuglé par les rayons ardents que lui envoie le Christ. Dans la chapelle Saint-Pierre de Vérone, les vestiges d'une adoration des mages, avec les mages à gauche et la Vierge à l'enfant à droite. Dans la même chapelle, le martyre du saint éponyme. Donc Pierre de Vérone est ici, agenouillé en prière, le glaive transperçant la tête, tandis que le bourreau s'apprête à poignarder son compagnon. Et dans la chapelle, l'ancienne chapelle dédiée à Saint Jean-Baptiste, différents épisodes de la vie du précurseur, en particulier la décollation à droite et la mise au tombeau à gauche. Dans notre cas, les lacunes sont trop importantes pour parvenir soit à identifier une quelconque scène, soit pour parvenir à proposer une identification relativement assurée. Et c'est par exemple le cas de cette vaste composition qui se trouve dans la chapelle sous le chevet. Mais la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui est représenté ? Est-ce que c'est une nativité, comme c'est généralement admis, mais ce qui est relativement peu satisfaisant ? Est-ce qu'il s'agit d'un épisode de l'enfance du Christ ou de la Vierge, puisqu'on a un petit personnage ici? Est-ce une iconographie funéraire, une élévatio animae? La tour serait-elle une évocation de la Jérusalem céleste? Donc voilà, dans des genres de situations où le doute subsiste, nous ne saurions nous prononcer.
Quoi qu'il en soit, les peintures du chevet présentent une grande diversité iconographique, je n'en ai montré ici que quelques exemples, et ce que l'on constate, c'est que les sujets ne sont pas cantonnés au répertoire dominicain. Si la chapelle Pierre de Vérone présente quelques épisodes de la vie du second saint de l'ordre, les autres, en revanche, s'inscrivent davantage dans une sainteté universelle. Certes, quelques thèmes illustrés ont rencontré un certain succès chez les mendiants, en particulier les scènes de la vie de Jean-Baptiste, la crucifixion qui est peinte à au moins 4 reprises dans l'église, mais il n'en ressort aucune spécificité liée à l'ordre. C'est-à-dire que le jugement dernier, la passion du Christ, les vies de saints et de martyrs sont les thèmes typiques de n'importe quel décor d'église. Par ailleurs, dans la nef, des vestiges de peinture sont conservés au niveau de 2 chapelles, une Annonciation dont les protagonistes sont habilement répartis de part et d'autre de l'arc d'entrée de la chapelle de la Bienheureuse Marie. Et là aussi, une grande composition dans la chapelle Saint-Éloi, traditionnellement interprétée comme le combat de Saint-Georges contre le dragon, mais là aussi une interprétation que le caractère lacunaire des peintures empêche d'étayer. La dégradation qu'a subie la couche picturale en complexifie l'analyse, mais malgré tout, les vestiges permettent d'établir des constats, de tisser des liens entre les peintures du chevet, desquels se dégage une grande harmonie visuelle qui tient à leur contemporanéité de réalisation suite à la reconstruction de cette partie de l'édifice. Les peintures du chevet sont avant tout régies par le même principe d'organisation en registres superposés, séparés par des frises de pampres et ou de rubans pliés. La plupart des scènes se déploient sous des arcatures trilobées, selon un système de structuration de l'espace pictural qui est classique depuis le XIIIe siècle. Elles se déploient sur un fond neutre, alternativement bleu et rouge, niant toute profondeur et toute tentative de spatialisation. Les éléments de décor ou de mobilier sont réduits au minimum, ne participent que de l'identification de l'épisode représenté. La ligne est structurante, un cerne définissant les contours. Les visages de l'époque répondent d'une typologie caractéristique, de même que les chevelures, avec les franges bouclées, les cheveux roulés au fer derrière les oreilles, qui sont un héritage de la rotan de Saint-Louis. Il émane de ces peintures une élégante simplicité qui réside dans le traitement des postures et des drapés, avec tantôt des attitudes plutôt statiques et des vêtements au pli peu marqués, et tantôt un gracieux enchement dû à l'inclinaison des têtes, et dans ce cas-là, des drapés d'une grande souplesse. Les décors peints des chapelles sont donc caractéristiques, sont marqués par une influence septentrionale forte. Ils sont caractéristiques des années 1300. On est pleinement dans la mouvance de l'art au temps de Philippe le Bel. Et c'est une datation qui est par ailleurs corroborée par comparaison avec les peintures de la chapelle Saint-Antonin, qui sont les seules à être datées précisément des années 1335-1341. De fait, l'absence des éléments italianisants que l'on retrouve dans les peintures de la chapelle Saint-Antonin, en particulier les names radiés, la recherche de perspective, atteste leur antériorité. Par ailleurs, si l'héritage du nord du royaume est prégnant, les peintures du chevet témoignent également d'un ancrage méridional. Et un certain nombre de parallèles peuvent être établis avec les miniatures toulousaines, au premier rang desquelles se trouvent ces 2 enluminures pleines pages qui figurent au canon de la messe du missel à l'usage des dominicains de Toulouse, réalisé avant 1297. On a bien entendu des parentés dans la structure avec l'arcature trilobée et le petit trilobe dans les coinçons que l'on retrouve dans le chevet, mais c'est plus spécifiquement avec les personnages, la physionomie des personnages de la chapelle Sainte-Rose de Lima que les parentés sont les plus grandes. On retrouve l'expressivité et la tension dramatique qui passe par le froncement exagéré des sourcils, par la torsion prononcée de la bouche, des doigts longs, fins, un peu tordus, les barbes qui créent des proéminences au niveau du menton, la petite fossette sur la joue. Certes, quelques divergences dans le traitement des drapés, des chevelures ou dans la forme du nez empêchent d'y voir l'œuvre d'une seule et même main, mais il est évident que des liens solides peuvent être établis entre ces œuvres, qui, de surcroît, ont été produites dans le même cadre contextuel pour le couvent toulousain. Et en tout état de cause, ces parentés traduisent, au-delà d'une inspiration marquée, une certaine contemporanéité de réalisation, ce qui permet d'attester, là encore, d'étayer en tout cas la datation proposée. Dans la nef, si les peintures relèvent d'une même ascendance, puisque les influences septentrionales dans le Midi sont pérennes, elles témoignent également d'une autre ascendance. Si on regarde tout d'abord la chapelle Saint-Éloi, on voit que les voûtins sont ornés de médaillons abritant des écus armoriés placés dans des quadrilobes et maintenus par des trilobes étirés. C'est un artefact ornemental qui vise à creuser la voûte, qui connaît son plein épanouissement des années 1520 au milieu du siècle, et c'est précisément dans ce cadre que s'inscrit la réalisation des peintures de la chapelle Saint-Antonin, dont vous avez une photo des voûtes ici, et avec lesquelles la comparaison est inévitable. L'étude des personnages et des éléments de décor est plus instructive encore. De fait, la parfaite maîtrise de la perspective dans l'exécution des 3 tours révèle une assimilation des procédés développés par les artistes italiens au tournant des Duecento et Trecento. De même, l'épaisseur de l'enduit d'une âme du saint personnage laisse penser qu'il était radié, un apport là encore caractéristique de la production italienne avec un usage relativement précoce dans le Midi.
sont des peintures d'une très grande qualité plastique et des parentés fortes peuvent être établies, relevées avec les peintures de la chapelle Notre-Dame-du-Puy du musée des Augustins de Toulouse et plus particulièrement la scène du couronnement de la Vierge. Donc si on regarde, si on compare les deux saints, que ce soit dans la posture, dans la gestuelle, dans les vêtements, dans le traitement des physionomies, dans le chromatisme également, les mimétismes sont tels qu'il est tentant d'imputer la réalisation des deux ensembles au même artiste, un artiste qui est imprégné de la grâce et de la douceur des figurations italiennes. En outre, les peintures de la chapelle Saint-Éloi doivent être mises en relation avec celles qui qui surplombent l'arc d'entrée de la chapelle de la Bienheureuse Marie. Des peintures, là encore, empreintes d'une influence italienne, on le voit ne serait-ce que par l'usage des names radiés. Certains détails permettent d'attribuer au même artiste la paternité des ensembles des deux chapelles, et c'est en particulier le cas de ce détail, ce bandeau noir orné de perles blanches, qui ceint aussi bien les têtes des trois personnages qui émergent entre les tours de la chapelle Saint-Éloi que, alors on le voit un petit peu ici, que la chevelure de la Vierge de l'Annonciation. Et si la dégradation de la couche picturale nous empêche de pousser plus loin l'analyse et les comparaisons, on pourra toutefois relever que le drap rouge placé en arrière-plan de la Vierge de l'Annonciation n'est pas sans rappeler celui tendu en arrière-plan du couronnement de la Vierge, ce qui permet là encore de renforcer les parentés établies entre les peintures des deux églises mendiantes. Les peintures de la chapelle Saint-Éloi et de la chapelle de la Bienheureuse Marie sont donc riches d'enseignements quant à la production picturale du Midi languedocien. Contemporaine, elles présentent toutes les caractéristiques de l'art du deuxième quart du XIVe siècle, un art enrichi d'apports multiples. Il y a là un vrai syncrétisme dont les peintures des Jacobins offrent une illustration probante, à l'instar des autres ensembles de la ville, Toulouse constituant alors un formidable creuset artistique et culturel. Et la datation des peintures de ces deux chapelles se fait en fait par analogie avec les autres peintures toulousaines, au premier rang desquelles, bien entendu, la chapelle Saint-Antonin, mais également les peintures des chapelles de l'église des Augustins, et puis plus largement avec la production méridionale, un certain nombre d'œuvres présentant des caractéristiques similaires. Donc on est une réalisation circonscrite aux années 1330-1340. Donc vous voyez une église qui présente des décors variés et extrêmement riches à bien des égards. Je vous remercie.